Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons faire cap sur le XIIe siècle dans l'Andalousie intellectuelle et cosmopolite à la rencontre d'un penseur majeur, Ibn Rushd, que l'Occident a retenu sous le nom d'Averroès, dont nous fêtons cette année le 900e anniversaire de sa naissance. Philosophe, juriste et médecin, Averroès s'est donné une tâche aussi audacieuse que décisive, penser l'accord possible entre la raison philosophique et la révélation religieuse. Il sera connu comme le grand commentateur d'Aristote. L'influence d'Averroès ne s'arrête pas aux frontières du monde islamique. Traduites en latin, ses œuvres vont profondément marquer la pensée médiévale occidentale. Elles nourrissent ce que l'on appellera plus tard l'avéroïsme latin et suscitent des débats majeurs dans les universités européennes. Parmi ses lecteurs et contradicteurs les plus célèbres, Thomas d'Aquin, qui s'oppose notamment à sa conception de l'intellect, en particulier à l'idée d'un intellect unique et commun à tous les hommes, au nom d'une anthropologie chrétienne attachée à l'individualité de l'âme. Alors comment comprendre ce dialogue à distance, parfois conflictuel, entre Averroès et le monde latin ? Que nous dit-il des tensions entre l'universalité de la raison et la singularité des croyances ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Brenet, philosophe et grand spécialiste de la pensée médiévale, d'Averroès et de l'avéroïsme. Monsieur Brenet, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes agrégé de philosophie et docteur de l'école pratique des hautes études. Vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où vous enseignez l'histoire de la philosophie arabe. Vous y dirigez le centre Grammata, le groupe de recherche Antiquité, Moyen-Âge et Transmission arabe. Vous êtes également membre du laboratoire de recherche Sphère, Sciences, philosophie, histoire. Outre ces fonctions, vous êtes aussi traducteur du latin et de l'arabe. Vous avez cofondé et co-dirigé avec Christophe Grelard la collection Translatio Philosophie médiévale Chevrin. Vous avez créé et animé à l'Institut du monde arabe Falsafa les rendez-vous de la philosophie arabe. L'objet principal de vos travaux porte sur Averroès et la philosophie andalouse. Vous les étudiez à la fois pour examiner les grands concepts de la falsafa, la philosophie donc, notamment en métaphysique, en anthropologie et en philosophie de l'esprit, et pour comprendre l'héritage de cette philosophie arabe dans la pensée latine et plus largement dans la pensée moderne européenne. Parmi vos ouvrages, on peut citer Averroès et les avéroïsmes juifs et latins, les actes d'un colloque international publié chez Brepols en 2007. En 2015, vous avez fait paraître Averroès l'inquiétant aux belles lettres. Puis Je fantasme Averroès et l'espace potentiel en 2017 chez Verdier. En 2019, Dante et l'avéroïsme co-rédigé avec Alain Delibera et Irène Rosier dans la collection Collège de France aux belles lettres. Puis en 2022, Que veut dire penser arabes et latins chez Payot. Enfin en 2024, Le dehors dedans, Averroès en peinture sorti chez Macula. Votre dernier ouvrage paru en 2025 chez Payot et Rivage porte le titre Qu'est-ce que la philosophie ? Cette philosophie qui est née en Grèce au VIe siècle avant notre ère et qui a rayonné environ un millénaire. C'est en 529 par les édits de l'empereur byzantin Justinien que l'on en interdira son enseignement. Ces derniers maîtres fuiront vers l'Orient. Alors, monsieur Brenet, pouvez-vous nous rappeler brièvement ce passage de la culture grecque vers le monde qui deviendra musulman un siècle plus tard et dont Averroès sera l'héritier ? Oui, c'est une longue histoire, une affaire au long cours. Ce qu'on appelle d'une formule latine la translatio studiorum, c'est-à-dire le transfert des études ou des centres d'études. L'idée de centre d'études est intéressante d'ailleurs parce que ça montre bien que la philosophie, la pensée a besoin de l'institution, elle a besoin de lieux, elle a besoin d'argent aussi. Et que, en effet, lorsque l'empereur romain devenu chrétien décide de fermer les écoles de philosophie en considérant que elles étaient païennes et que dans ce monde chrétien on ne pouvait plus en accepter les leçons, eh bien les philosophes vont là où on veut bien les accueillir. Mais il faut bien voir que ce qui se déclenche là, ce processus qui va conduire donc de Byzance et de l'Empire romain de cette ère-là vers le monde oriental et qui va suivre l'expansion de l'islam. Un long circuit va s'entamer où les hommes fuient, partent accompagnés de leur bibliothèque,
Et ce circuit va nous conduire en effet jusqu'au XIe, XIIe siècle en Andalousie, donc à l'extrême opposé de l'Empire islamique. Eh bien, ce long processus n'est pas que le fruit du hasard, de l'accident des décisions de tel ou tel, mais les empires orientaux ont eu besoin de la science. Ils sont allés la chercher Mhm. de façon dynamique, et donc cette science qui va se déplacer, qui va se traduire, elle correspond à un essor économique et politique, et elle n'est pas simplement le fruit d'accidents. Donc, les auteurs partent, ils partent avec leurs textes qui sont écrits en grec. Ces textes-là, à peu près toute la science grecque de l'époque, et pour ce qui est de la philosophie, Aristote, Platon et le néoplatonisme, Mhm. c'est-à-dire Plotin, Proclus Ouais. d'abord. Et ce savoir-là va se traduire, mais c'est intéressant, il nous faudrait beaucoup de temps pour en parler, d'étudier quel texte on a traduit, quel texte on a choisi, car les scientifiques qui se sont déplacés, eh bien, n'ont pas été repris intégralement. On a sélectionné, c'est bien connu par exemple, dans le monde musulman, on s'est assez peu intéressé à ce que les Grecs ou les Romains pouvaient léguer comme poésie, puisqu'ils bénéficiaient d'une Ouais. poésie extraordinaire. Donc Mhm. on est allé chercher ce qu'on n'avait Ouais, pas. oui. Et lorsqu'on disposait d'outils déjà extrêmement précis, on n'en avait pas besoin. Donc cette science se déplace, elle est traduite d'abord en syriaque le plus souvent, puis ensuite du syriaque à l'arabe. Mhm. Dans cette longue affaire de traduction, évidemment, il faut se rappeler que tout est affaire de manuscrits. Donc les manuscrits sont, comme le nom l'indique, écrits à la main, Ouais. parfois mal copiés, parfois accidentés, et on a toujours des états de texte donc qui circulent et qui sont quelquefois assez loin de ce que l'auteur lui-même avait projeté. Et les entreprises de traduction sont difficiles. Traduire, c'est difficile aujourd'hui, même si nous avons ChatGPT, et ça l'était à l'époque. Et dans cette histoire, la grande date, le grand siècle, c'est le siècle de Al-Kindi, qui était un Irakien. Mhm. On l'appelle Kindi le premier philosophe des Arabes. Ok. Philosophe et non pas aristotélicien. Le premier aristotélicien sera Al-Farabi, qui est plutôt turc du Xe siècle. Kindi, c'est un Irakien, donc il est vraiment purement arabe d'un point de vue ethnique, et c'est 9e siècle. Et c'est autour de lui, de Kindi, que va se créer un cercle, ce qu'on appelle un cercle, de traducteurs très brillants et qui vont traduire la plus grande part du savoir grec dont le monde arabe va se servir. Donc tout commence véritablement avec Kindi au 9e siècle à Bagdad, et c'est ces traductions-là qui vont circuler et qui vont s'enrichir de nouvelles productions, puisque en même temps les Arabes produisent des théories sur l'optique, sur Mhm. l'astronomie, sur Eh les oui. mathématiques, et tout cela vient à la fois altérer et enrichir le savoir grec. Et donc de texte en texte, de siècle en siècle, avec des corpus qui parfois se perdent en route, hein. Par exemple, une grande partie de la théologie qu'on appelle mortazilite, très importante dans l'islam oriental, n'accédera quasiment pas dans l'islam occidental, donc Mhm. un Averroès par exemple n'en Ouais. dispose pas. Mhm. Donc il y a un déplacement très concret des corpus avec des pertes, des enrichissements. Donc le savoir n'est pas conservé comme quelque chose de chimiquement pur, Mhm. mais il ne faut pas y voir un mal, hein. C'est comme ça Ouais. aussi que la science se fait. Donc c'est un mélange de désirs politico-économiques et scientifiques très actifs, et puis d'accidents de textes, d'histoires individuelles, qui fait que au final ce savoir grec aura été sauvé, puisque Ouais. tandis qu'il circule dans ce monde arabe et qu'il arrive en Andalousie au XIIe siècle, enfin Mhm. 11e, 12e siècle, Ouais. eh bien l'Occident chrétien n'en dispose plus. Il faut bien voir que au terme de cette histoire, donc qui commence 7e, 8e, 9e siècle et qui s'achève au 12e siècle en Andalousie, Ouais. eh bien en Andalousie vous avez Averroès, au même moment vous avez Abélard à Paris, Mhm. et il faut bien voir qu'un Parisien comme Abélard dispose d'un dixième du Ouais. corpus que à quelques milliers de kilomètres de là, finalement assez peu, possède un Averroès. Mhm. Donc en fait, tout ce savoir grec n'aura survécu pour une grande partie, parce que quand même, du grec a été directement traduit en latin, ça c'est tout à fait exact, Ouais. mais pour une grande partie,
le savoir n'aura survécu que par traduction, de traduction en traduction et de déplacement en déplacement, Mhm. jusqu'à ce que le monde latin, au gré des conquêtes, retrouve ce qui devait être, pouvait être son héritage. Alors, est-ce que c'est un Aristote pur, on va dire? Est-ce que c'est vraiment le texte original qui va être transmis à ces penseurs comme Al-Farabi, Avicenne, par exemple? Non, bien sûr que non, pour des raisons diverses. D'abord, il faut traduire le grec en arabe. Mhm. Il faut le traduire en syriaque, il faut le traduire en arabe. Oui. Et c'est difficile parce que de langue à langue, les lexiques ne sont pas techniques, Oui. surtout, ne sont pas déjà prêts. Mhm. Donc il y a tout un lexique philosophique pour ceux qui connaissent la philosophie de l'ontologie, les théories grecques de l'être, Ouais. qui ne peuvent pas avoir leur strict équivalent immédiatement Mhm. en arabe. Oui. En arabe, par exemple, il n'y a pas de verbe être. Et oui, Donc évidemment, c'est compliqué. Donc c'est il a clair. fallu que les traducteurs comprennent le texte qu'ils lisaient, Mhm. qui était difficile, et qu'ils inventent une Oui. nouvelle langue. Donc, des faux, il y en a beaucoup. Et on a bien des témoignages disant que tel traducteur a eu du mal à traduire tel texte, qui s'y est repris à Ah oui. plusieurs fois, Mhm. que tel manuscrit n'est pas de bonne qualité. Donc, il faut bien avoir en tête que ça n'était pas un Aristote pur, mais que sans ces extraordinaires traducteurs, le savoir se serait perdu. Ah oui. On n'a pas fait l'histoire des traducteurs, mais sans eux, par exemple parmi les Arabes, Mhm. il y avait un traducteur qui s'appelle Ishaq ibn Hunayn. Mhm. Bon, bah, c'est un homme prodigieux. Sans lui, il nous manquerait une partie de la culture mondiale. Ah oui. Mais il le reconnaît lui-même, c'est difficile, parfois très concrètement difficile. Il y a des lacunes dans les manuscrits qu'il a. Mhm. Il s'y reprend à plusieurs fois. Et donc, l'histoire de la circulation des textes, c'est aussi l'histoire des trahisons, des ratages, des altérations, des contresens. C'est aussi cela. Ah oui. Mais il ne faut pas exagérer ou se désoler de cela. D'abord parce qu'on a affaire à des gens surintelligents et qui ont fait quand même un travail Oui. remarquable. Et puis parce que ces traductions, même quand elles étaient relativement médiocres, elles ont été lues par des génies qui, Oui. aidés de différentes sources, ont parfois, avec beaucoup de brio, réussi à s'approcher du texte original. Mhm. Et puis parfois, dans les écarts, dans les décalages, eh bien d'autres théories sont nées, et c'est un peu la chance de la pensée que ces scories ou ces trous, puisque bien dans les nouveautés et dans les écarts, on a produit des nouvelles théories. Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Aristote arabe n'est pas un Aristote purement grec. Je vous donne un Oui. exemple. Un texte a circulé pendant longtemps chez les Arabes intitulé La théologie d'Aristote. Ce texte-là n'était tout simplement pas d'Aristote, Mhm. c'était un texte néoplatonicien composé des Énéades de Plotin, Oui. 4, 5, 6, à quoi s'ajoutaient quelques propositions de Proclus. Donc des auteurs arabes lisaient un texte prétendument d'Aristote qui en réalité était néoplatonicien. Ce qui explique Oui. que beaucoup d'auteurs arabes, je mis arabe pas au sens ethnique, hein, Mhm. j'appelle arabe Oui. les auteurs qui écrivent en arabe, Oui. Oui. ils ont produit leur pensée dans un contexte islamique, mais qui Mhm. ne sont pas nécessairement musulmans et qui ne sont pas, loin s'en faut, ethniquement arabes. Eh bien, ces auteurs, ils ont pendant longtemps dû mêler, sans le savoir, du néoplatonisme et de l'aristotélisme plus ou moins pur. Donc, Mhm. on a affaire qu'à des néo quelque chose, Oui, 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 oui. néo-aristotéliciens. Oui. Et c'est comme ça que le savoir a progressé. Alors il faut que nous arrivions au Maghreb, hein, puisque c'est quand même la région qui va nous intéresser avec l'Andalousie, puisque Averroès y naîtra au XIIe siècle. Pouvez-vous nous présenter un peu le contexte politique de cette Andalousie où naîtra Oui, Averroès? oui, l'islam est là depuis longtemps déjà, plusieurs siècles, mais l'époque d'Averroès est une époque très agitée. C'est-à-dire que un empire berbère existe tandis qu'il naît, que servent d'ailleurs son père et son grand-père, qui sont des juges et des juristes tous deux. C'est l'empire dit des Almoravides, qui à l'origine se présentait comme un empire ultra-orthodoxe Mhm. et qu'on va accuser de tous les maux en considérant qu'il dévoie l'islam et qu'il n'en respecte pas le dogme. Et donc, un autre empire berbère, mené par un homme qui s'appelle Ibn Tumart, va le renverser et va donner lieu à un empire
qui sera celui des Almohades. Mhm. Almohades, c'est un mot arabe, muwahidoun, ça veut dire, on pourrait dire les unitariens, Ok, c'est-à-dire ceux qui défendent l'unité, l'unicité de Dieu contre des prétendus musulmans qui en réalité l'ont déformé. d'accord. Et ce pouvoir almohade ne va se stabiliser qu'à partir de 1147. Oui. Donc en 1126, lorsqu'Averroès, c'est-à-dire Ibn Rushd, c'est son véritable nom, Mhm. Averroès, comme vous l'avez dit, n'est que une déformation de son nom, Oui. mais c'est le nom qui le rendra célèbre à travers les siècles, parce que c'est dans le monde latin surtout qu'il survivra. Lorsque Ibn Rushd naît en Andalousie, on ne sait pas d'ailleurs quelle est exactement son origine, Mhm. bien, tout n'est que guerre, conflit, instabilité politique, certaines régions étant encore solidaires de l'ancien pouvoir et pensant pouvoir résister et le Ah oui. faire revenir, d'autres ayant totalement basculé du côté des nouveaux conquérants. Donc c'est une période agitée et cet homme, Averroès, qui sera un homme lui aussi du pouvoir, ça n'est pas un philosophe dans son coin qui Oui. va lire Aristote sans être une figure publique, mais il va servir le pouvoir qui a renversé le pouvoir que servaient son père et son grand-père. Mhm. Voilà. Alors c'est un homme de bonne famille. Comme je vous ai dit, on ne sait pas quelle est son origine. Oui. Beaucoup de gens se disputent, mais sans savoir quoi que ce soit, en disant qu'il est berbère. Non, on n'en sait rien. Mhm. Euh, il naît et il sert un pouvoir berbère. Oui. On sait par son nom qu'il est musulman depuis au moins trois ou quatre générations, ça c'est certain. Mhm. Est-ce qu'il est arabe par son ascendance? Ça n'est pas impossible Oui. parce que l'administration qui dirigeait n'était pas berbère le plus souvent. Bon, mais peu importe, hein, ces conflits de communauté, ça n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et puis Oui. c'est une affaire d'histoire Mhm. sur laquelle on a assez peu de documents. C'est un enfant de bonne famille qui va recevoir une éducation parfaite, Mhm. c'est-à-dire parfaite maîtrise de la langue arabe, parfaite connaissance du Coran et de la tradition, de la grammaire, de la poésie, et puis qui va apprendre le droit, puisque c'est ce que sera son métier. Oui. Il sera juge, et même grand juge à Séville et à Cordoue. Mhm. C'est vraiment sa région de cœur, l'Andalousie. Oui. Le pouvoir sera à Marrakech, et il ira quelquefois. Il mourra sans revoir Cordoue, mais il est vraiment un Andalou, et il vante d'ailleurs les bienfaits de cette région. Donc c'est un homme qui sera juge et juriste, mais pas seulement. Il sera médecin aussi, et même un médecin proche du palais, puisque l'autre Andalou qui est Ibn Tufail, qui est son aîné, Mhm. qui est un philosophe soufi très connu pour un livre qui s'appelle Vivant fils d'éveillé, une sorte de conte initiatique, mystique, c'est lui qui va l'introduire auprès du calife, et Averroès succédera à Ibn Tufail comme médecin privé du calife. Mhm. Donc c'est un juge, un médecin, et puis, comme on l'a dit, c'est un philosophe, ce qui est à l'époque, ce qui n'est pas une profession, c'est une fonction qu'on exerce à titre privé, le soir, devant Mhm. quelques élèves, peut-être à la mosquée ou ailleurs, Oui. et qui, pour Averroès, consiste en une chose assez précise, c'est-à-dire à lire Aristote, en estimant qu'Aristote est la règle et l'incarnation même de la rationalité, qu'au fond, de façon parfaitement démonstrative, il a synthétisé tout ce qu'il y avait à savoir, et que même si des découvertes scientifiques ont lieu, et qu'il faut en tenir compte et l'intégrer dans ce que le Oui. grec a Oui. pensé, au fond, le mieux qu'on puisse faire en philosophie, c'est d'expliciter, de déplier ce que Aristote, et dans le bon ordre, a déjà plus ou moins parfaitement dit. Mhm. Donc faire de la philosophie, c'est cela pour lui, sachant qu'à l'époque, évidemment, d'autres personnes raisonnent, Oui. rationalisent. Les théologiens ne sont pas des êtres qui sont purement dans la mystique ou le rapport à Dieu. Ils produisent eux aussi des systèmes assez puissants. Les soufis eux-mêmes écrivent. Donc en fait, plusieurs personnes s'arrachent le droit de penser. Et dans le cas d'Averroès, c'est vraiment dans son rapport à la pensée grecque et à Aristote en particulier que selon lui, la véritable pensée, dans sa dimension démonstrative, se joue et il confère à cette pensée une portée que les Grecs, disons, ne défendaient pas jusqu'à ce point, c'est-à-dire que penser, c'est devenir véritablement homme, et c'est même se diviniser, c'est-à-dire parvenir à devenir immortel. Donc il y a un enjeu très fort dans la philosophie qui déborde la simple question de l'instruction ou de la culture.
Ouais. Alors, quels sont ces grands principes de la philosophie, justement, qu'il va développer? D'abord, une conception de la science et de la logique D'accord. n'est philosophique que ce qui satisfait aux critères de la scientificité. Donc on va bien distinguer le philosophique démonstratif de ce qui est dialectique ou de ce qui est rhétorique ou sophistique ou poétique. Mhm. Que dans tous les domaines on raisonne, Ouais. l'esprit humain est ainsi fait qu'il produit des syllogismes, mais selon les bases, par exemple, de vos syllogismes, si vous vous appuyez sur ce qui est bien connu, sur ce qui est réputé ou Ouais. sur ce qui est intuitif, vous n'êtes déjà pas dans la philosophie. Si vos chaînons de raisonnement ne sont pas rigoureux, sont ramassés, latents, c'est-à-dire si vous n'êtes pas capable de produire une chaîne de raisonnement intégralement transparente et validée, vous n'êtes pas dans la philosophie. Si votre souci, ça n'est pas l'essence, la nature des choses, mais les images, les illustrations, si votre souci, ça n'est pas la conviction de la raison, mais l'affect, l'effet produit sur une audience, Mhm. le succès, Ouais. la gloire, vous n'êtes pas dans la philosophie. Mhm. Mhm. Donc, la philosophie, c'est dire ce qu'est le monde, dire ce que sont les choses Ouais. dans la nature même, et cela sans voile, de façon purement démonstrative, c'est-à-dire il faut être capable de produire ce qu'on appelle en arabe un tasawwur, c'est-à-dire une représentation qui soit brute, qui soit pure, qui soit essentielle, Mhm. capable de mettre à l'écart de la chose les accidents, les Ouais. concomitants, Ouais. toutes les annexes qui n'interviennent pas pour comprendre de quoi il s'agit. Mhm. Non seulement il faut saisir ça, mais il faut être capable de produire un assentiment, un tasdiq en arabe, un assentiment qui repose sur des bases démonstratives. Mhm. Donc faire de la philosophie, c'est dire le réel tel qu'il est et de façon démonstrative. C'est ça le philosophe. C'est dégager les formes universelles. Oui, c'est-à-dire cela, un autre mot en effet, c'est l'universel, c'est-à-dire être capable de produire un concept, une notion, Mhm. qui soit valable pour tous les esprits sains, partout et tout le temps, et qui ne tiennent pas compte des parties, des traits individuants, des époques, des désirs de chacun. Ça, c'est de l'affect, ça, c'est de l'image. Mhm. L'image Mhm. est fondamentale dans la pensée pour Eh oui. Averroès, Ouais. mais disons que la philosophie, elle a comme visée, comme point de rencontre, Mhm. l'universel. Il n'y a de philosophique que ce qui peut démonstrativement satisfaire tous les esprits sains. Et alors, quels sont les rapports pour lui entre la raison et la théologie? Alors il faut distinguer la théologie et la religion. Mhm. C'est un Ouais. triptyque en réalité. Il faut Mhm. surtout pas confondre les deux. Nous avons tendance à le faire. Donc dans le système idéal d'Averroès, la religion a toute sa place. Lui considère que, au fond, pour le dire un peu brutalement, un philosophe en tant que tel n'a pas besoin de religion. Mhm. Entre Ok. lui et lui, si vous voulez, Oui. un philosophe, un homme né pour faire de la philosophie, il lui suffirait d'un seul livre, c'est-à-dire Aristote et toute l'œuvre Ok. d'Aristote. Mhm. Sauf que d'une part, aucun homme ne naît homme, mais il naît d'abord enfant, et un enfant ne peut pas faire de la métaphysique, Oui. alors qu'il a besoin de vérité. Et deuxièmement, aucun homme ne naît seul, et il naît au sein d'une société, d'une communauté, et la majeure partie de cette communauté, c'est un trait caractéristique de l'anthropologie arabe, Mhm. pas seulement celle d'Averroès, mais celle de tous les penseurs de l'époque. La communauté n'est pas faite que de gens qui sont intellectuellement doués, voire surdoués, mais elle est composée d'individus fort disparates, fort Mhm. divers, ce Oui. que les gens appellent la foule. Au fond, sans dépréciation, mais Mhm. c'est dès que les individus, quoiqu'humains, et donc, disons, partageant des traits fondamentalement humains, à Oui. commencer par Oui. la rationalité avec les autres, Mhm. ces gens-là ne sont pas capables d'exercer leur intellectualité avec autant d'acuité, autant de détails et de perspicacité que les autres. Donc, dans l'humanité, il y a l'élite des philosophes qui peut penser, passer l'enfance et l'éducation par concept et par démonstration, et c'est technique, et c'est sévère, et c'est peu attractif, et c'est long. Et puis il y a la foule qui a besoin de vérité, qui peut saisir la vérité, mais qui ne le peut que par des moyens, disons, un peu inférieurs, amoindris, adaptés. Mhm. Et ces moyens-là, c'est la religion. Donc la religion pour Averroès, Oui. c'est, et c'est un point crucial, Mhm. c'est la vérité,
mais c'est la vérité sous une forme comestible, Ah audible oui. par la majeure partie des gens. C'est-à-dire c'est le vrai sous forme imagée, le vrai sous forme simplifiée, mais Mhm. c'est le vrai. Ça n'est pas l'opium du peuple, Ah oui, j'allais le ça n'est dire. pas une stratégie Mhm. euh, de dominant pour dominer D'accord. les autres. Oui, oui. Non, non, c'est bien un parfait discours, et l'islam est la plus vraie de toutes les religions aux yeux d'Averroès, Mhm. mais c'est le vrai sous une forme amoindrie, disons, qui satisfait les esprits inférieurs. Bon, donc dans l'idée d'Averroès, il y a de la philosophie pour les philosophes, parce que Ok. c'est la nourriture qui leur correspond, Mhm. et au fond, c'est grâce aux philosophes que l'humanité va s'accomplir dans sa dimension purement intellectuelle. Oui. Mais ces philosophes ont eux-mêmes besoin de la religion, parce qu'ils vivent au milieu d'une société qui ne vivrait pas, Oui. ne serait pas cimentée s'il n'y avait pas de religion, parce que une société sans religion, c'est une société sans vérité, et une société sans vérité, c'est une société de violence, d'incompréhension, Oui. d'insatisfaction. Or, il faut que tout soit bien tenu. Bon. Mais au sein de cette humanité, il y a une catégorie qui en réalité relève de la foule, mais d'une foule un peu supérieure, et qui est la catégorie des théologiens. Les théologiens sont des gens qui ne fonctionnent pas de façon rhétorique, c'est-à-dire sans réfléchir, en se contentant des impressions immédiates. Non, ce sont des penseurs, ils raisonnent, mais ils raisonnent de travers, d'une part, c'est-à-dire qu'ils raisonnent à partir de mauvais principes, Mhm. et ils raisonnent mal parce qu'ils ne maîtrisent pas, en gros, les chaînons de démonstration. Et leur deuxième défaut, c'est qu'ils parlent beaucoup, ils parlent trop, entre eux et devant les autres. Mhm. Donc la théorie, elle cumule un peu tous les défauts, elle raisonne mal, donc elle pense beaucoup, mais de travers, et de ce qu'elle pense mal, elle parle à tout le monde. Et cela, c'est une catastrophe parce que elle ne fournit pas de la vérité, elle déforme même la vérité qu'est la religion, mais elle a une espèce de force de persuasion qui peut altérer l'équilibre de la foule. D'accord. Donc Averroès est vraiment très sévère à l'égard des théologiens, c'est-à-dire qu'un théologien il ne peut pas faire autre chose que faire de la théologie, mais qu'il en fasse dans son coin et qu'il n'écrive pas de livres Ah oui. susceptibles d'être diffusés. Donc il a même des paroles très dures de censeur en demandant au pouvoir politique dont il cherche l'appui, c'est une autre idée forte Mhm. d'Averroès, c'est-à-dire que la philosophie a besoin de l'appui politique. Le Oui. philosophe ne veut pas être le roi, il ne veut pas diriger la cité. La Mhm. philosophie a trop à faire avec Aristote, ça n'est pas à elle de gérer la cité, mais elle a besoin d'un pouvoir politique fort qui permette à la religion de fonctionner et qui tienne la théologie à l'écart. Donc cette théologie dont je disais tout à l'heure qu'elle est en islam très très fine, très très ample et encore très peu connue, mais qu'en réalité il n'y a pas moins de rationalité dans la théologie que dans la philosophie. Mhm. Hein, la philosophie n'a pas le monopole, non pas du cœur, mais Oui, de oui. l'intelligence. Mhm. C'est une vision que la philosophie a voulu imposer. En réalité, il y a des formes de rationalité dans le soufisme et dans la théologie, mais là, du point de vue d'Averroès, il est clair que de cette rationalité-là, il ne veut pas. Il la juge en réalité fausse, il juge que c'est une pseudo-réalité et surtout nocive. Gravement nocive, il prend souvent l'exemple médical en disant que, au fond, Dieu est comme un médecin qui a fait une ordonnance parfaite, c'est le Coran. C'est parfait parce que tout le monde peut le lire et peut s'y retrouver, y compris le Mhm. philosophe Ok. qui est capable de considérer que le texte sacré est un texte de vérité et il peut dans ce texte-là retrouver Aristote. Et le théologien, c'est celui qui s'empare de cette ordonnance et qui dit, oh mais il faut changer tel dosage, tel médicament, introduire telle chose, Ah oui. et qui ce faisant rend l'humanité tout entière malade. Voilà. D'accord. Donc les théologiens, qu'ils se tiennent à l'écart, ils ne doivent pas parler. Très bien. Alors, il faut qu'on aborde un point fondamental, c'est son concept de l'intellect. Oui, parce que Averroès, on vient de parler là de ses rapports à la théologie, Oui. et c'est un point très connu de l'histoire, parce que comme il a été juge, il a été aussi sommé, en quelque sorte, et c'est une fatwa, un avis juridique très célèbre, de se prononcer sur les rapports entre la philosophie qui était attaquée en islam, et notamment par Al-Ghazali, et la religion, l'islam. Mhm. Donc c'est très célèbre, sa prise de position qui consiste à dire que
un pouvoir musulman n'a pas à craindre la philosophie, qu'elle n'est pas l'antithèse de l'islam, Mhm. qu'au contraire, l'islam appelle à philosopher ceux qui en sont capables. Mais toute la pensée d'Averroès, tout son travail d'intellectuel ne se résume pas à de l'exégèse coranique, loin s'en faut, ni au règlement de ces questions entre charia et philosophie. Pas Ouais. du tout. On pourrait même dire que l'essentiel de son travail aura été de commenter Aristote. Mhm. Donc c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête. Ouais, Je dirais ouais, que 80% du travail d'Averroès, 80% de son œuvre, même si on réduit le travail d'Averroès à cette question foi-raison, 80% de son œuvre, ce sont des commentaires d'Aristote. ouais. Donc il a tout commenté, tout ce qu'il a pu, sauf les politiques qui n'étaient pas traduites en arabe. Mhm. Et il se trouve que parmi ces commentaires, ce qu'il a peut-être le plus obsédé, c'était la question de l'âme, et donc le traité de l'âme Ouais. d'Aristote. Pourquoi cela? Parce que l'âme est une sorte de clé, et que s'intéresser à l'âme, quand on s'y intéresse, on est comme au carrefour de tous les problèmes. On est au carrefour de la physique, Eh oui. de la cosmologie, de la morale et de la politique, et de la métaphysique. Mhm. Donc en fait, le psychologue, celui qui traite de l'âme, il est à ce croisement, aux confins de quelque chose de crucial qui permet de nouer, d'articuler Ouais. tous les problèmes qui règlent le sens de l'univers, hein, pour le dire un peu fortement. Mhm. Averroès est convaincu de cela, donc toute sa vie il a écrit sur cette question-là, et il se trouve que l'âme est aussi un sujet, une thématique cruciale, parce que l'âme c'est le principe de la vie, donc les plantes ont une âme, les bêtes ont une âme, Mhm. mais l'homme aussi a une âme, le ciel a une âme, car il ne faut pas oublier que pour les médiévaux, les cieux sont des êtres vivants, Ouais. et Dieu lui-même est un être qui vit, et dont on pourrait dire, entre guillemets, qu'il est animé. Mais au cœur de l'âme, il y a une puissance particulière, la meilleure, qui est l'intellect. L'intellect sert à distinguer l'homme des animaux et des êtres inférieurs, Mhm. et rapproche l'homme des êtres supérieurs que sont les cieux, qui sont des êtres animés intelligents, et de Dieu, puisque chez Aristote, Dieu, au fond, c'est le premier moteur de l'univers, et c'est un intellect dont toute la fonction est de se penser lui-même. Mhm. Bref, Averroès sent bien que l'intellect, c'est le vrai point chaud, hein, comme on le dit en géologie, de la psychologie, parce que d'une part, c'est ce qui détermine l'humanité même de l'homme, Eh oui. et qu'en fait, c'est quelque chose qui place l'homme à la croisée des mondes, à la croisée de la nature et de la Mhm. surnature. Eh oui. Par mon corps et par mon âme, je suis un être physique, mais dans mon âme, il y a une faculté, l'intellect, qui en quelque sorte me soustrait à la nature, me soustrait à l'engendrement et à la corruption, et me place la tête dans les étoiles, Mhm. dans l'ordre métaphysique éternel. Eh oui. Vraiment, son souci, son obsession, ça a été de comprendre ce que c'était que cet intellect, non seulement pour l'homme, mais en se demandant aussi quel rapport il y avait du coup entre l'homme et le Eh oui. monde métaphysique, et si ça n'était pas un destin pour l'homme que d'avoir à se détacher du monde physique pour en quelque sorte s'éterniser, s'immortaliser, s'angéliser même, et Ouais. devenir une sorte d'être permanent. Donc il a beaucoup réfléchi sur cela, et il pouvait le faire d'autant plus que quand on lit Aristote et quand on lit son traité de l'âme, on voit bien que la question de l'intellect était problématique, puisqu'au fond Aristote a écrit un traité de biologie générale, il a écrit sur l'âme en général, pour parler surtout de Mhm. l'animal, Ouais. l'homme n'étant qu'un animal parmi d'autres. Mais lorsqu'il s'est mis à parler de l'homme, ce qu'il disait de l'intellect faisait comme exploser, éclater le cadre conceptuel bien tenu qu'il avait élaboré. Mhm. Ce cadre, c'était une sorte de réponse à Platon qui consiste à dire que l'âme, c'est pas une réalité coupée du corps, qu'il n'y a pas de dualisme, contrairement à ce que pensait Platon, Mhm. et qu'il faut envisager l'être vivant comme une forme d'unité psychosomatique. Ouais. Sauf que l'intellect, c'est une puissance particulière parce que pour fonctionner comme puissance de l'universel, pour fonctionner comme puissance de vérité, elle ne peut pas être solidaire du corps comme le reste. Elle ne peut pas avoir d'organes. Pour les Grecs, en tout cas Aristote, parce que Galien, le médecin, dira autre chose, Mhm. mais
Aristote, le cerveau n'est pas du tout l'organe de l'intellect. L'intellect n'a pas d'organe et ne peut pas en avoir. Donc il y a une sorte de chose bizarre, hein. En termes spinozistes, on dirait que l'intellect, c'est un peu un empire dans un empire. Mon âme est solidaire de mon corps, mais au sein de l'âme, il y a quelque chose qui excède la corporéité. Et cette question-là, elle a obsédé Averroès. Savoir ce qu'il y avait en l'homme d'émergent, en quelque sorte. Oui. Dans cet être matériel qu'est l'homme, de corporel qu'est l'homme, ce qu'il y avait d'incorporel et d'immatériel. Et donc toute sa vie, il a essayé d'élaborer ça et de comprendre à partir des quelques phrases mystérieuses, incompréhensibles, presque encore pour nous aujourd'hui, il a essayé de comprendre ce qu'Aristote en disait. Et lorsqu'il a élaboré sa doctrine finale, parce que de 30 ans jusqu'à la fin de ses jours, il y a réfléchi, eh bien, il a débouché sur une thèse d'allure curieuse, vous l'avez rappelé en introduction, c'est-à-dire, mais il le disait au nom d'Aristote, hein, pas en son nom propre. Au fond, l'homme, c'est un être curieux parce qu'il a un corps à lui, il a son âme à lui, mais dans son âme à lui, il y a un intellect qui est quelque chose de séparé, qui est quelque chose d'unique pour toute l'espèce humaine, et qui est quelque chose d'éternel, qui lui précède et qui lui survivra. Mhm. Et au fond, quand l'homme meurt, c'est l'individu qui meurt, il y a quelque chose de lui qui survit, mais ce qui survit, c'est la puissance de pensée de l'espèce et rien d'autre. Et donc cette thèse, qu'il a élaborée sur des décennies, elle sera traduite en latin dans son grand commentaire du Lame, et elle va faire scandale à partir des années 1250, Oui. XIIIe siècle, et cela sur des siècles, hein, durablement. C'est vraiment l'une des choses qui va valoir à Averroès, que par ailleurs on salue comme grand commentateur d'Aristote, mais sa légende noire, parce Mhm. qu'on va considérer Eh que oui. ce lecteur perspicace du maître grec en psychologie, c'est-à-dire en anthropologie, et dans l'anthropologie il s'agissait de notre humanité et de notre rapport à Dieu, Mhm. eh bien il devenait absurde, impie, scandaleux Eh oui. et haïssable, parce qu'au fond, avec sa théorie de l'intellect, il mettait à bas, littéralement, la capacité que l'homme avait de penser, Mhm. puisque vous l'avez dit, Thomas d'Aquin, son plus célèbre opposant, va dire c'est très simple. Tu prétends que, à suivre Aristote, il faudrait déduire qu'il n'y a qu'un seul intellect et un intellect séparé et éternel. Mais si c'était le cas, alors l'homme ne penserait plus. Et si l'homme ne pense plus, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'eschatologie, et c'est fichu. Donc, en effet, dans le monde occidental, et on pourrait préciser le monde occidental latin, Oui. chrétien, cette thèse-là, avec celle qu'on appelle aussi de la double vérité, va devenir célèbre, constamment censurée à partir du XIIIe siècle Mhm. par l'Église Oui. et rappelée au fil des siècles, hein, sans arrêt, comme une sorte de folie, mais une folie dont on n'arrive pas à se défaire, hein, une folie qui revient. Et curieusement, dans le monde juif, qui la connaît, elle ne sera pas repérée et dénoncée comme Ok. scandaleuse, Mhm. et dans le monde arabe, elle sera proprement inconnue. Donc au fond, pendant des siècles, le monde arabe, qui a tout de même connu des bribes de l'œuvre d'Averroès, eh bien, le monde arabe ne parlera pas de cela. C'est d'ailleurs intriguant, enfin, et fascinant de voir que cet homme, il a eu deux, trois vies. La Ouais. sienne, propre, qui vaut la peine comme penseur, son héritage immédiat avec ses disciples, et puis son destin dans les aires géographiques, religieuses et culturelles chrétiennes, juives et arabes. Et ces trois destins-là sont très différents, quantitativement et qualitativement, et thématiquement. Donc c'est une figure plurielle. C'est pourquoi il est une figure mondiale. Oui, alors ces écrits en arabe vont être très rapidement traduits puisque Michael Scott s'installera en Andalousie et traduira ces textes et c'est comme ça qu'ils vont arriver jusqu'à Paris entre Albert le Grand et notamment Thomas d'Aquin qui va De écrire Bonaventure. voilà, qui va écrire un contre Averroès justement. Oui, on parlait des traducteurs tout à l'heure du grec à l'arabe. Michel Scott, qui était écossais comme son nom l'indique, est une immense figure de la traduction, hein. Il fait partie de ceux sans qui notre culture n'existerait pas. Mhm. Il s'est trouvé en effet en Andalousie au début du XIIIe siècle, et puis il va partir en Italie du Sud, en Sicile, à la cour de Frédéric II, opposé au pape, et qui appuie à l'époque le savoir, la science contre l'Église Mhm. et notamment la savoir d'origine arabe. Donc Michel Scott traduit rapidement une grande partie des œuvres, des Ouais. commentaires d'Averroès, pas toute l'œuvre, mais une grande partie,
Donc Averroès, il meurt à Marrakech en 1198 et on sait qu'en 1220, 1225, à Paris, il y a déjà ses œuvres. Donc Mhm. c'est Ouais, très peu, hein, une vingtaine ouais, d'années. Et en effet, ces commentaires, pendant une vingtaine d'années, vont commencer à être lus sans poser de problème. Il faut bien voir que l'époque est extraordinaire, puisque cet Aristote, dont l'œuvre avait quasiment totalement disparu du monde occidental, oui. revient, et l'Église fait tout pour en interdire la lecture, censure, condamne, mais on n'arrête pas le fleuve. Et dans cette arrivée nouvelle, extraordinaire d'un corpus gigantesque, capable d'expliquer l'univers de A jusqu'à Z, Averroès s'est rapidement imposé après Avicenne, mais en le supplantant comme une lecture d'appoint incontournable. Parce qu'on se retrouvait devant un Aristote manifestement génial, mais compliqué, Mhm. et Averroès était là, traduit par Scott, qui, ligne à ligne, nous en fournissait une explication. Ouais. Donc Averroès, il va vraiment, il est la clé de lecture qui passe tout de suite. En fait, même son anonymisation est le signe de son succès, parce que tout le monde va s'emparer Mhm. de ces exégèses. Mais 25 ans après cette première arrivée, sur la question de la psychologie qu'on a rappelée à l'instant, en effet, sa lecture va poser problème. Il s'est passé quelque chose qui est que il a trouvé aussi son adversaire. Alors il en avait plusieurs, mais son adversaire génial, Thomas d'Aquin, qui était né en 1224, quasiment 100 ans après sa naissance à lui, Ouais. donc ils ne se sont pas connus évidemment. Thomas d'Aquin, il le lit beaucoup, Averroès. Il l'utilise beaucoup, parfois même dans des endroits inattendus. Et en vérité, ce sont des concurrents, parce que Thomas d'Aquin est un théologien, mais c'est un théologien favorable à la philosophie, qui veut Mhm. intégrer Aristote Ouais. et l'arrimer à la théologie, et il ne supporte pas en réalité la lecture d'Aristote que propose Averroès. Mhm. Donc lui qui utilise Averroès plus ou moins explicitement, il va tout faire aussi pour noircir le tableau et le salir, au moins sur une question qu'il juge cruciale, comme je vous l'ai dit. Mais c'est son génie aussi, parce qu'il va même fournir quasiment des slogans qui resteront. Il va isoler ce qu'il juge scandaleux dans la lecture d'Averroès. Ça tient en une phrase, en latin c'est hic homo intelligit, c'est-à-dire cet homme intellige, je pense. Et Thomas d'Aquin martèle cela contre Averroès en disant, au fond, s'il y a bien un axiome qui est le fondement de nos vies, c'est cet homme pense, Eh oui. c'est-à-dire un peu avant Descartes, ego cogito, je Mhm. pense et je le sais, et il est nécessaire que je le fasse et que je le sache, sinon il n'y aurait pas de Ouais, ouais. responsabilité, et pourtant toi tu détruis cela. Donc il le fait dans toute sa carrière, mais en effet, tout culmine dans ce petit opuscule magnifique de 1270, 4 ans avant la mort de Thomas, qui s'appelle L'unité de l'intellect contre les avéroïstes, Mhm. parce que Averroès avait ses partisans latins déjà à l'époque, Eh oui. et il ne cessera d'en avoir, notamment en Italie. Et donc il écrit pour, entre calme, détermination et violence et mauvaise foi, pour une ultime fois régler son compte à Averroès en considérant qu'il n'est pas le commentateur d'Aristote qu'on dit, mais qu'il est Ouais. le dépravator ou Mhm. le corruptor de l'aristotélisme. Alors vous l'avez dit, Averroès aura des défenseurs et des adeptes à Paris, notamment Sigère de Brabant, Boès de Dacy, qui vont faire l'objet d'une condamnation en 1277. Oui, c'est une condamnation très célèbre et très compliquée, faite par Étienne Tempier, l'évêque de Paris, qui était intervenu déjà en 1270 en condamnant 10 propositions et qui, 7 ans plus tard, condamne 219 propositions. Alors, c'est compliqué parce que ça n'est pas une censure intégralement tournée contre la philosophie et intégralement tournée contre Averroès. Parce que l'on sait aujourd'hui que, comme dans tous les milieux, il y a des hostilités internes et qu'au sein même de la théologie, il y a des camps Ouais. et que parmi les ennemis, on placé Thomas d'Aquin. Donc Thomas d'Aquin est lui-même condamné à travers Tempier en 1277. Mhm. Mais enfin, si on met de côté toutes les subtilités qui méritent d'être étudiées très précisément par ailleurs, en effet, c'est une condamnation qui s'ouvre sur un prologue très important, inspiré de Thomas, et qui dénonce chez les philosophes, c'est-à-dire en réalité chez les avéroïstes, une sorte de posture philosophique, d'attitude philosophique jugée inadmissible, qui est celle de la double vérité.
Alors c'est une pure invention de Thomas et de l'évêque, Mhm. puisque aucun philosophe n'a jamais défendu cela et ne défendra jamais cela, à Ouais, savoir l'idée qu'il y aurait une vérité de la foi et totalement contraire sous le même rapport une vérité de la raison. ouais. Exemple, le monde est éternel selon Aristote, le monde est créé selon Dieu. Mhm. Aucun n'a jamais prétendu que les deux vérités étaient à mettre sur un même plan comme A et non A en logique, pas du tout. Mais enfin, l'évêque le dit, et donc ça va lancer des siècles d'hostilité envers l'avéroïsme, parce qu'on dira que être avéroïste, au fond, c'est être hypocrite, prétendre qu'on continue de souscrire à la foi, alors qu'en réalité on la démolit par la vérité, et qu'on fait mine de continuer à croire, mais qu'il n'y a plus du tout de croyance et que c'est un marché de dupes qui couvre en fait un athéisme. Bon, donc la condamnation, elle s'ouvre là-dessus. Sinon, vous avez un certain nombre de propositions qui dénoncent Ouais. des doctrines jugées caractéristiques de la pensée philosophique en général ou avéroïste en particulier, c'est-à-dire un certain rapport à la vérité, un certain rapport à la béatitude. Est-ce qu'on peut être heureux ici-bas par les seules forces de sa raison, ou est-ce qu'il n'y a de bonheur que par la grâce et post-mortem, par Mhm. exemple? Ouais. Jusqu'où peut nous porter la raison? Mhm. Est-ce qu'il y a une création du monde? Est-ce que l'intellect est unique, comme on l'a dit tout à l'heure? Bon, donc c'est très célèbre cela, et ça va avoir un effet important, puisque évidemment les avéroïstes, dans un premier temps, sont balayés. Et comme le dira Marcille Ficin à la Renaissance, l'avéroïsme, c'est comme l'hydre, vous lui coupez une tête et il y en a toujours qui repoussent. Donc l'avéroïsme à Paris revient au XIVe et puis il va se déplacer en Italie, Mhm. mais jusqu'au XVIIe siècle, on le trouve. Et alors justement, dans l'iconographie, vous l'avez analysé, on retrouve aussi Thomas d'Aquin triomphant et Averroès à ses pieds. Oui, c'est tout à fait fascinant. Averroès n'est pas qu'une figure de l'histoire arabe ou musulmane. Je l'ai dit, c'est une figure de l'histoire latine, une figure de l'histoire juive, et puis c'est une figure mondiale tout court. C'est aussi une figure dans les arts, une figure au cinéma. Youssef Chahine a fait le destin sur Averroès. Ouais. C'est une figure littéraire. Par exemple, Borges a écrit une célèbre nouvelle sur Averroès. Et c'est une figure, ce qu'on sait moins, même si l'image revient souvent, c'est une figure de la peinture. Puisque je dirais que c'est même l'arabe qui aura été le plus peint dans la peinture italienne Ah oui. Mhm. entre le XIVe siècle, c'est-à-dire très tôt, et le XVIe siècle. Sur à peu près 250 ans, on connaît plus d'une dizaine de fresques et de tableaux, sans parler de toutes les miniatures et d'autres choses encore. Donc c'est beaucoup, plus d'une dizaine de représentations où Averroès apparaît en son nom même. Ouais. Je vous mets au défi de trouver le moindre arabe qui puisse être identifié de la même façon dans la peinture italienne. Il n'y en a pas. Mhm. Et je me suis intéressé au fait que, même si toutes les représentations ne s'y réduisent pas, mais c'est l'immense majorité, qu'Averroès est peint, et il est toujours peint dans un même type de tableau, Ouais. selon un dispositif récurrent, qui est le dispositif du triomphe de Thomas d'Aquin, qui Mhm. consiste à montrer le saint chrétien triomphant, Ouais. et pour asseoir son triomphe, on le montre piétinant en quelque sorte, un Averroès Eh oui. vaincu à ses pieds, Mhm. et très reconnaissable avec sa barbe, son turban et sa tunique. Eh oui. Et donc, je me suis intéressé à cette chose-là parce que je voulais, dans un premier temps, savoir si il s'agissait de la traduction picturale pure et simple de la Ouais, querelle oui. qui, effectivement, avait opposé les deux hommes sur le terrain, non pas de la religion, mais le terrain de la philosophie, puisque Thomas disait je ne parle pas en tant que chrétien contre Averroès le musulman, puisqu'évidemment, de ce point de vue-là, notre différent est évident, mais je me place sur le terrain de la philosophie Ouais. et je le dénonce comme mauvais lecteur d'Aristote. Et en fait, quand on regarde l'étoile, ce qui devait arriver est arrivé, évidemment. On a affaire à une idéologisation totale de l'histoire, puisqu'on n'a pas peint la querelle philosophique, mais on a peint un affrontement religieux, et ce qu'on a montré, ça n'est Mhm. pas un aristotélicien vainqueur, quoi qu'on en pense, d'un autre Ouais. aristotélicien, mais Mhm. c'est un chrétien qui écrase Averroès le musulman. Donc en fait, on fait d'Averroès le commentateur, on fait de lui, on le réduit à l'islam, Ouais. dominé par un Averroès qui serait l'héritier direct et exclusif
du savoir grec, ce qui est un travestissement grossier, Mhm. mais hélas efficace de l'histoire, puisque comme on l'a dit en commençant cette émission, tout n'est qu'affaire de translatio, et Thomas d'Aquin savait bien lui-même qu'il recevait un Aristote en grande partie arabe et Ouais. éclairé par les textes arabes. Donc je me suis intéressé à cette figuration, à ce travestissement, pour y repérer aussi, ça m'amusait, une sorte de ruse, non pas de la raison comme le dit Hegel, mais de ruse de la peinture, et pour montrer que, en fait, l'histoire, malgré tout, qu'on avait voulu maquiller, travestir et refouler, Oui. se vengeait et continuait dans sa vérité de se manifester à même la toile. D'abord parce qu'au fond, on a peint Averroès et qu'on l'a immortalisé et qu'il est toujours là, et qu'en réalité, il n'est pas piétiné, il n'est pas si humilié que cela, Mhm. et qu'il apparaît plutôt comme le double indétrônable de Thomas d'Aquin et comme une alternative au thomisme toujours aussi puissante qu'à l'époque. Alors, un dernier point qu'il faut qu'on évoque, mais rapidement. Vous vous posez la question si Dante aurait été avéroïste. Parce que dans son œuvre, il place Averroès en enfer, mais Sigère de Brabant, lui, est au paradis. Oui, c'est un point très 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 étudié et très discuté chez les spécialistes, donc on ne peut pas le régler en 2 minutes. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs textes de Dante, disons, jouissent, bénéficient d'une grande influence théorique, conceptuelle d'Averroès, qu'il a lu en philosophe, puisque Dante s'est formé à la philosophie, Mhm. parfois à travers Thomas d'Aquin, majoritairement à travers Thomas d'Aquin, et je pense à son texte magnifique sur la monarchie, très célèbre et très actuel, puisqu'il est question d'un empire, et que de cela il est beaucoup question aujourd'hui. Ouais. Et en fait, ce texte vraiment s'ouvre sur un hommage théorique à Averroès, et la théorie de l'empire et de l'accomplissement de l'humanité via l'intelligence que défend Dante paraît non seulement dépendre de sa compréhension d'Averroès, mais même du pire d'Averroès, si je puis dire, c'est-à-dire de ce que Thomas d'Aquin avait dénoncé chez lui, c'est-à-dire sa théorie de l'intellect. Donc, la question de l'avéroïsme de De Dante, Dante. elle déborde les quelques références qu'on trouve dans la Divine Comédie, parce que une partie de sa doctrine politique paraît n'exister qu'en référence directe à Averroès. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il comprenait d'Averroès? Est-ce qu'il l'a réformé volontairement ou pas? Est-ce que là aussi c'est de l'avéroïsme chimiquement pur? Ce sont des questions compliquées, mais ça montre bien en tout cas que, en dépit des censures et au-delà du strict champ de la philosophie, Mhm. l'œuvre d'Averroès a continué de circuler et Ouais. d'alimenter la pensée. Alors, que reste-t-il d'Averroès aujourd'hui? Il reste beaucoup. D'abord, son œuvre est un chantier parce que tout n'a pas été découvert, Mhm. édité, traduit, commenté. Donc, il nous faudra des décennies avant que son œuvre, qu'on en puisse mesurer par lecture directe de son œuvre, Mhm. la pertinence de ses commentaires et Ouais. la puissance de sa lecture. Donc, c'est cela. Il reste cela de lui beaucoup. Je pourrais vous dire au moins deux choses. D'une Mhm. part, le fait qu'il ait été un commentateur. L'expression n'étant pas nette, qu'est-ce que ça veut dire commenter? Mais ça m'intéresse beaucoup cette question-là en tout cas, c'est-à-dire le fait que il n'ait pas été l'homme du dogme. Averroès, c'est l'homme du sens, de la Ouais. question. Mhm. C'est l'homme qui, devant le texte, se demande ce que ça veut dire et aura passé sa vie à essayer d'élaborer avec une belle humilité le sens de ce qu'il lisait. Ça, c'est un bel héritage. L'idée qu'un texte ne soit pas un dogme, mais une question Mhm. qui s'ouvre Ouais. à nos lectures. Deuxièmement, c'est un penseur arabe, entre guillemets, musulman, et il nous laisse à repenser, hélas encore aujourd'hui, la question de la place de la pensée arabe dans l'histoire mondiale et dans l'histoire de la pensée occidentale latine en particulier. Mhm. Ça devrait être connu, intégré, accepté, ça ne l'est pas. Et donc il faut continuer de rappeler le rôle qu'il a joué dans ce transfert. Il vaut en lui-même, il est un grand penseur arabe en lui-même, mais il est aussi un chaînon crucial d'autres histoires. Et sans lui, nous ne connaissons pas notre propre monde et nous sommes des héritiers malheureux. Et puis, comme penseur musulman, les réflexions qu'il mène sur le rapport entre la religion et la rationalité, Ouais. lui qui fut la plus grande autorité juridique de l'époque, Mhm. mérite d'être lu. Ouais. Qu'a-t-il à dire, lui, Eh oui. sur la charia et sur le rapport Eh oui. entre Aristote et la loi religieuse? Mhm. C'est clair,
et, à mon avis, très actuel. Parfait. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons conclure cet épisode de Tétrapharmakos. Merci beaucoup, Monsieur Brenet, pour la clarté, la précision, la profondeur de vos éclairages et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Si cet échange vous a donné envie d'aller plus loin, chères auditrices et auditeurs, je ne peux que vous encourager à découvrir les ouvrages de mon invité qui offrent une porte d'entrée aussi rigoureuse que stimulante dans la philosophie médiévale et l'héritage avéroïste. Merci de nous avoir écoutés et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. L'épisode est podcastable sur le site de la radio et sur les principales plateformes. Dans le prochain épisode, nous aurons le plaisir de recevoir Laurence Vianès, maître de conférence en langue et littérature grecque ancienne à l'université Grenoble-Alpes, avec qui nous explorerons un moment fondateur de l'histoire des textes, la naissance de la Bible grecque. Tétrapharmakos, c'est comprendre et s'en réjouir. À très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Brenet, et au revoir. Merci à vous.